Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre contenu pédagogique en terminale spécialité. On s'est quitté pour le chapitre 1, modélisation et transformation acide-base. Maintenant, chapitre 2, analyse physique d'un système chimique. Donc on va voir comment on peut analyser de manière physique l'évolution d'un système chimique qui est en train de réagir tout simplement. On part du coup sur le cours, voilà, donc du coup, analyse physique d'un système chimique. Voici ce chapitre 2. Premièrement, on a vu la conductimétrie. Donc la conductimétrie, c'est une méthode d'analyse qui permet d'avoir en temps réel des informations sur une transformation qui est en cours. Grand A, conductance d'une portion de solution. Donc il faut savoir qu'une portion de solution ionique qui possède des ions en son sein, des cations et des anions, je vous rappelle que le principe d'électroneutralité de la matière impose que chaque charge positive soit compensée avec une charge négative. Du coup, on prend une portion de cette solution, on dit qu'elle est placée entre deux plaques métalliques, et donc du coup, entre ces deux plaques métalliques qui forment un circuit avec un générateur, etc., et bien du coup, la solution ohmique va jouer le rôle de conducteur, et va fermer sur ce circuit, et cette solution, du coup, va se comporter exactement comme un conducteur ohmique, donc avec sa propre résistance. La tension U qui va être appliquée entre les deux plaques métalliques, qui plongent dans la solution, elle est proportionnelle à l'intensité I du courant qui circule dans le circuit, selon la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, je vous le rappelle, la tension U, exprimée en volts, est égale à un coefficient de proportionnalité fois l'intensité du courant électrique I en ampères, et ce coefficient, en fait, c'est simplement la résistance de votre dipôle. Donc là, ici, c'est la solution en ohm. Le problème, c'est qu'en chimie, on parle rarement de résistance, on va plutôt parler de conductance, parce que là on va pas en fait s'intéresser à la résistance qu'ont les ions de conduire le courant, vu qu'ils le conduisent tous. On va voir un petit peu la facilité qu'a chacun, la spontanéité qu'a chacun de conduire le courant et son efficacité à le conduire. Donc du coup en chimie c'est plus logique de parler de conductance, cette capacité à conduire le courant du mieux possible, plutôt que de résistance, celle de s'opposer à la conduction du courant. Donc, à la place de la résistance grand R, on va utiliser la conductance grand G. Et cette conductance, elle est exprimée en Siemens. Son unité, du coup, est le Siemens. Et sa notation est un S majuscule. Tel que, du coup, la conductance en Siemens est égale à 1 sur la résistance. Donc, du coup, en fait, la conductance, c'est l'inverse de votre résistance en ohm. La conductance G va dépendre de la géométrie de la cellule de mesure. C'est sûr que si vous avez une géométrie qui est plutôt diverses et variées, votre conductance, ça va pas être la même. Si les plaques sont espacées, ou si leur surface est plus petite, la conductance sera plus faible. Tout simplement, si vous augmentez la surface des plaques, il est plus facile du coup pour un ion de venir percuter cette plaque. Et donc du coup, la conductance va être améliorée. Et encore mieux, si les plaques sont plus rapprochées, il est plus facile pour un même ion de faire plusieurs allers-retours en un même espace de temps. Et donc du coup, la conductance, encore une fois, est augmentée. B. Conductivité d'une solution. Alors la conductivité sigma d'une solution, c'est une grandeur qui est caractéristique et qui dépend que de sa nature, que de sa concentration et que de sa température. Effectivement, si vous changez la constitution de votre solution ionique, la conductivité va pas être la même, parce que chaque ion n'est pas capable de porter une charge de courant de la même manière. Un gros ion, par exemple, par rapport à un petit, va conduire moins vite la charge, tout simplement parce qu'il est plus gros et qu'il va devoir utiliser... qui va devoir nécessiter plus de force, en fait, plus d'énergie cinétique pour arriver d'un point A à un point B. Et au-delà de ça, un ion qui est polychargé par rapport à un ion qui est monochargé, en admettant qu'ils aient la même taille, là aussi, la conductivité d'un ion qui peut porter plusieurs charges à la fois va être augmentée. Prenez un semi-remorque par rapport à un camion de déménagement, ils sont tous les deux ralentis parce qu'ils sont gros, mais le semi-remorque va aller d'un point A à un point B en conduisant beaucoup plus de marchandises, donc du coup la conductivité elle est augmentée. Par contre, si vous prenez une moto pour transporter une poche de sang par rapport à un semi-remorque, c'est sûr que la moto va aller beaucoup plus vite d'un point A à un point B pour le transporter, donc du coup la conductivité va être augmentée. Après, attention, là je prends des exemples pour formaliser dans la vie de tous les jours, mais effectivement je suis d'accord que la limite de l'exemple ici c'est que le semi-remorque il amène 40 000 poches de sang contre la moto qui en amorte une vingtaine. Donc je sais que l'efficacité sera pas la même. Mais il faut dire que les ions vont très très vite en fait, et que chaque ion va porter la même dose en fait de courant, donc le même nombre de poches de sang si vous voulez, dans l'exemple. Donc du coup la moto est bien plus avantagée par rapport au semi-remorque si tous les deux portent le même nombre du coup de marchandises. Voilà.
Donc du coup, la concentration, c'est plus vous avez de transporteurs, plus la conductivité va aller vite, hein, c'est normal. Et enfin, sa température, en gros, plus vous augmentez la vitesse, l'agitation qu'il y a au niveau moléculaire dans un même milieu, et bien plus les différentes entités vont aller vite, et donc du coup, la conductivité augmente. Alors par contre, elle est en revanche indépendante de la constante de cellule. Ça veut dire que la distance entre les plaques et la surface entre les plaques, vu que c'est déjà pris en compte dans la conductance et qu'on va le remultiplier par la conductance, et bien du coup normalement ces paramètres-là vont être normalisés, et quelles que soient en fait les espèces que vous allez prendre, vu qu'ils ont tous les mêmes propriétés de cuve et de plaques dans l'étude, mais du coup on va s'affranchir en fait de ces paramètres. Donc la conductivité en Siemens par mètre, ça va dépendre de la conductance forcément, fois la longueur qui sépare du coup les deux plaques métalliques, divisée par la surface de ces plaques métalliques en mètres carrés. Voilà, donc du coup prenez bien garde à mettre en mètres et en mètres carrés si vous voulez une conductivité en Siemens par mètre. Et vous pouvez retrouver cette relation sous la forme simplifiée suivante, où sigma est égal à G sur K, où K est la constante de cellule en mètres, et en général la constante de cellule elle est vendue dans la notice. L'information est donnée en fait dans la notice avec la cellule d'étude que vous avez achetée. Donc du coup cette constante K est très bien connue, et en général on l'utilise quand on y a accès. Si on n'y a pas accès, on revient à la première formule ci-dessus, en mesurant la longueur, enfin l'écartement entre les plaques et la surface des plaques. Vu qu'en général ce sont des rectangles, il est assez facile de déterminer l'aire de ces rectangles en faisant la largeur fois la longueur de ces plaques. Loi de Colro en grand C. Pour une solution qui est suffisamment diluée, attention, aux hautes concentrations ça ne marche pas, contenant les ions X1, X2, X3, X4, X5, etc. jusqu'à temps que vous avez fini la liste. Donc du coup, dans le cas général, on va aller jusqu'à Xn, qui sont tous dissous dans l'eau, donc du coup, tous avec l'indice AQ en bas. La conductivité sigma de la solution s'exprime selon la loi de Colro, ainsi dit ci-dessous. Et bien, si je mesure l'efficacité de toute une société de transport de marchandises, par exemple, et bien, je vais prendre chaque véhicule qui peut transporter de la marchandise, ok, fois le nombre de véhicules que j'ai par société. Et normalement, si j'additionne tout ça, c'est le nombre de marchandises que je peux faire conduire, tout ça par unité de temps. Enfin, l'exemple, il est simple. Et bien, la conductivité, si ça ne dépend que des ions que j'ai en solution, de leur concentration et de leur température, et bien, si je fixe une température, en fait, ça va ne dépendre plus que de chaque type d'ion que j'ai en solution, fois sa capacité à conduire le courant pour chacun de ces ions. Donc, du coup, ma conductivité sigma, c'est égal à ma conductivité molaire ionique de chaque ion, sa capacité, en fonction de la concentration, à conduire le courant, sa capacité à conduire le courant pour une mole de cette espèce chimique-là, fois la concentration, les moles par litre, que j'ai dans ma solution. Ça, c'est pour l'ion 1. Si je fais pour l'ion 2, ça va être lambda 2 fois x2, en termes de concentration. Et pour le 3, du coup, c'est lambda 3 x3, lambda 4x4, lambda 5x5, jusqu'à lambda n xn. Voilà, je vais vraiment faire la somme de tous les produits lambda i xi pour chacun des ions de ma solution. Et ça, si vous le mettez en forme mathématique d'une somme, eh bien vous mettez sigma majuscule, point de départ en bas i égale 1, donc je prends mon premier ion, et je vais faire les lambda i xi pour 1, 2, 3, 4, et ce jusqu'à n, le maximum de la somme qui est placée sur le sigma. Ok ? Donc là, si je prends ma souris ici, petit sigma, donc la conductivité de la solution Siemens par mètre moins 1, enfin en Siemens par mètre ou Siemens mètre moins 1, c'est égal à la somme de tous les ions I allant du premier jusqu'au nème de la solution. Donc si vous en avez deux, c'est lambda 1x1 fois lambda, plus lambda 2x2. Et je fais la somme du coup de tous les lambda i xi en remplaçant i pour chacun des termes de la solution allant de 1 à n, tout simplement. Donc du coup cette expression a l'air compliquée, mais en fait elle est très simple. Sigma en fait c'est la somme de tous les lambda fois x pour l'ion 1, 2, 3, 4 jusqu'au maximum de votre solution. Si la solution elle a un seul ion, ce sera lambda 1x1, point, fini. Si elle en a 3, ce sera lambda 1x1 plus lambda 2x2 plus lambda 3x3, fini.
Et si on a n, bah, vous allez jusqu'à n. Grand 2, analyse spectroscopique. On peut suivre l'avancée du coup d'une transformation par analyse spectroscopique. Le principe en fait de cette analyse, c'est que chaque élément, chaque liaison, chaque molécule du coup va absorber en fait certains rayonnements, et le fait de savoir quels rayonnements vont être absorbés va me permettre de déterminer quel est le type d'ion que j'ai en solution. Et vu que je sais des fois quel type d'ion à l'avance j'ai en solution, en fonction de combien a été absorbé par rapport au faisceau incident, bah je peux remonter du coup à la concentration de ces ions en solution. Donc du coup, la technique d'analyse spectroscopique est basée sur l'absorption de certains rayonnements par la substance à analyser. Le rayonnement incident de longueur d'onde connu traverse en fait le milieu contenant le volume que je dois analyser. Et le rayonnement transmis, celui du coup qui traverse la solution et qui en ressort, okay, qui n'est pas absorbé, est analysé. Là, vous avez deux techniques spectroscopiques dont je dois vous parler. Celle qui traite des rayonnements infrarouges, qu'on appellera du coup spectroscopie IR pour infrarouge, et la spectroscopie UV visible qui traitera du coup de toutes les longueurs d'onde du visible de 400-800, ainsi que des rayons du proche ultraviolet, donc du coup jusqu'à 100 nanomètres. Ces techniques, du coup, utilisent des longueurs d'onde qui sont différentes, comme je viens de le dire, mais fournissent aussi des informations qui sont différentes. Commençons, si vous le voulez bien, par la spectroscopie UV visible. Donc du coup, ça va utiliser des rayonnements, que j'ai dit, entre 100 et 800 nanomètres, et ils peuvent être absorbés par certains électrons, de certaines liaisons moléculaires. La couleur apparente d'une espèce colorée sous lumière blanche se déduit du spectre de la lumière blanche dans le domaine du visible. Du coup, à chaque fois que vous avez des rayonnements qui sont absorbés par une solution, eh bien le rayonnement qui est transmis, c'est le spectre de la lumière blanche moins quelques traits noirs qu'on appelle des raies sombres. Et ces raies sombres, en fait, correspondent exactement au spectre d'émission d'une espèce qu'il y a dans le milieu. Et donc, du coup, en déterminant le nombre de spectres d'émission qu'on connaît déjà, qui manquent à ce spectre de la lumière blanche transmis, donc du coup, à qui appartiennent ces raies noires, eh bien on peut remonter du coup, à la couleur, déjà à la composition du milieu, mais surtout aussi à la couleur que possède cette espèce dans le milieu. Ça veut dire que du coup, si vous cachez la boîte où se trouve le liquide à absorber, et que vous faites traverser une lumière blanche à l'intérieur et qu'il en ressort un spectre d'absorption, eh bien le spectre de la lumière transmise, je vais pouvoir vous dire la solution elle est bleue, la solution elle est verte, la solution elle est jaune, etc. Ça c'est évident parce que vous pouvez du coup déduire, grâce aux couleurs primaires et secondaires qu'on a vues en première, comment recréer une couleur, etc. Ensuite, pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A, à cette longueur d'onde donnée, donc du coup on l'appelle A lambda d'une solution, sans unité, toujours, correspond à la somme des absorbances dues à chaque espèce colorée. Ça veut dire que l'absorbance que j'ai en fait, pour un ion fixe, ce sera toujours la loi de Beer-Lambert qu'on a vue en première, sous la forme K fois, enfin A est égal à K fois X, donc du coup K c'est le coefficient de proportionnalité qui est égal au coefficient d'absorption molaire, coefficient d'absorption molaire ou coefficient d'extinction molaire à longueur d'onde choisie, fois la longueur de la cuve, qui est toujours d'1 centimètre en général, et tout ça vous multipliez par la concentration de votre ion en solution. Plus il y en a et plus c'est foncé, vous en souvenez. Donc plus c'est foncé, moins il y a de la lumière qui traverse, et donc plus il y a d'absorption. Ça c'est normal. Le truc c'est que dans le cas des bisounours en fait, en première, on prend un seul ion et on va dire que c'est le seul à absorber, et on se réfère du coup à un cas d'école, un petit peu un cas dans un monde parfait. Le truc c'est qu'un ion est jamais tout seul. Il y a toujours un contre-ion avec lui, et des fois même il y a plusieurs paires d'ions qui sont là. Donc du coup vous avez beaucoup d'ions qui sont ici, et dans les cristaux ioniques vous avez vu aussi que des fois des ions chargés de plus sont compensés avec 2 fois un ion chargé moins. Donc du coup même pour une paire d'ions simple, vous avez des concentrations qui bougent, et donc du coup on doit considérer chaque ion séparément. Et si on reprend la loi de Corlot qui était juste avant, eh bien vous allez refaire du coup le même cheminement. C'est que l'absorbance en fait c'est la somme du coefficient de proportionnalité K fois la concentration de chaque ion en solution. Et si vous faites la somme du coup de cette multiplication pour chaque ion que vous avez en solution,
vous retrouvez l'absorbance globale de la solution. Du coup, si je dois faire pour je sais pas, 5 ions différents en solution, eh bien, vous allez avoir du coup une somme allant de I égale 1 jusqu'à n égale 5 du coup, et je vais multiplier tous les coefficients d'extinction molaire à la longueur d'onde lambda, donc tous les epsilon 1, 2, 3, 4 et 5, fois la longueur de la cuve, fois la concentration des espèces 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, si je dois appliquer ma loi de Beer-Lambert ici pour un A à longueur d'onde donnée lambda, eh bien je vais faire epsilon 1 à cette longueur d'onde fois longueur de la cuve fois concentration de l'espèce 1, plus epsilon 2 fois longueur de la cuve fois concentration de l'espèce 2, plus etc. jusqu'à la cinquième. Ça, vous commencez du coup à comprendre. La spectroscopie infrarouge, on l'a déjà vu l'an dernier, on a commencé à regarder quelques spectres et aussi quelques bandes d'absorption que vous connaissez bien, comme la très grande bande d'absorption et très moche à 3000-3400 environ pour la longueur, enfin pour la liaison, pardon, OH. Vous connaissez aussi maintenant la double liaison CO qui est environ à 1750. Enfin bref, vous commencez en fait à avoir quelques petites notions en infrarouge et c'est pas ce qu'on va revoir cette année. Ce que je vais vous présenter cette année du coup, c'est que ces rayonnements en fait sont compris déjà entre 2,5 et 25 micromètres, soit ce qu'on appelle 400 à 4000 cm-1. Ces cm-1 qu'on a vu l'année dernière du coup, vous vous en souvenez plus sûrement, mais quand je vous disais que la liaison OH apparaissait entre 3000 et 3400, eh bien c'est des cm-1. C'est de ça dont je parle. Et cm-1, c'est ce qu'on appelle un nombre d'ondes. Donc ces rayonnements, du coup, qui sont entre 400 et 4000 cm-1, permettent ce qu'on appelle de faire vibrer les liaisons moléculaires. Donc là, on n'aura plus des absorptions pour faire monter un électron au niveau d'énergie. Là, on va avoir des niveaux en fait qui sont intermédiaires, qui sont quand même acceptés en termes de quanta d'énergie, mais qui sont bien en deçà de ce qu'il faut pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2 ou à un niveau 3, etc. Et donc du coup, ces énergies en fait vont atteindre des états qu'on appelle les états de vibration, et donc du coup, la molécule va dissiper l'énergie sous forme de vibration au lieu de le réémettre de la lumière. Donc du coup, émettre de la lumière sur ces molécules-là pour faire vibrer les liaisons, en fait, et selon le mode de vibration dans lequel elles vont rentrer, eh bien, ça va nous donner des informations assez précieuses sur les liaisons qui forment la molécule, et surtout les fonctions, du coup, qui sont portées par cette molécule. Sur un spectre IR, du coup, on va analyser les bandes d'absorption pour analyser des liaisons, et aussi en déduire des présences de groupes caractéristiques. C'est ce que je vous disais. Un spectre IR représente habituellement la transmittance, T, donc c'est le pourcentage en fait de l'intensité lumineuse qui va traverser votre milieu par rapport à celle que vous avez émise. Donc c'est une grandeur sans unité, égale au rapport de l'intensité transmise sur l'intensité incidente. Ça, vous pouvez le faire x100 pour faire un pourcentage, vous le laissez sous nombre fractionnaire ou décimal. Et tout ça, du coup, c'est en fonction du nombre d'ondes nu qu'on marque avec une barre. Donc du coup, c'est nu bar. Et nu bar, c'est le nombre d'ondes en mètre moins 1. Et c'est égal à 1 divisé par la longueur d'onde en mètres, tout simplement. Dosage par étalonnage, c'est la troisième grosse partie qu'on a vue dans le suivi d'une analyse, physique d'une transformation chimique. Le dosage par étalonnage, du coup, va consister à déterminer la concentration d'une espèce en solution par comparaison avec une gamme de solutions qui est déjà préétablie et connue en concentration. Pour réaliser cette gamme de solutions étalons, en général, vous procédez à la création d'une solution mère et ensuite vous allez la diluer en plusieurs solutions filles pour éviter de gaspiller en fait du réactif. La concentration du coup de l'espèce testée, pour que ça marche, doit être comprise entre la solution mère que vous avez préparée, que vous avez mis dans votre gamme d'étalonnage, et la dernière solution fille diluée. Ça veut dire que en gros, par comparaison de couleurs, donc attention, hein, ça ce n'est pas une technique d'analyse précise, c'est qualitatif, hein, ok, non pas quantitatif. Donc du coup, votre tube à essai que vous allez faire avec votre solution inconnue, vous allez en fait la placer devant une gamme de couleurs, et comme avec un nuancier, bah, vous allez regarder entre quelle couleur et quelle couleur ces différentes solutions se trouvent. Et donc du coup, ces différentes solutions, vu que vous connaissez la concentration, vous allez pouvoir encadrer d'une concentration bien connue votre solution inconnue. La limite du dosage par étalonnage, c'est que du coup, vous supposez une relation de proportionnalité entre la concentration de l'espèce et la grandeur mesurée, donc soit la conductance, soit la conductivité, soit la couleur observée par l'absorbance. Hein. Parce que là, je vous ai présenté par rapport à la couleur, mais ça marche aussi par la conductance et la conductivité.
Et ceci n'est valable que pour des solutions qui sont faiblement concentrées, du coup, en soluté ionique, et à une température bien donnée, parce que si vous changez la température, toutes vos références changent, et à ce moment-là, il faut tout refaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour le cours. Cette semaine, enfin, cette vidéo-ci, exceptionnellement, vous n'avez pas d'exercice, parce que les exos du livre, en fait, traitent de notions qui sont à la fois attaquées par mon biais, que j'ai choisi de séparer, du coup, dans le chapitre 2 et 3. Donc on va d'abord voir le chapitre 3 en termes de vidéo, et ensuite je vous donnerai les exercices à traiter. Sur ce, à la prochaine.